Donc, à la lumière de cette dernière phrase, une diplomatie égyptienne active vise à éviter une explosion régionale. Nous avons quelques questions principales en ce qui concerne, bien sûr, la position égyptienne, les efforts égyptiens dans le cadre de cette tension régionale. Et il y a toujours des principes à adopter de la part de l'Égypte quand on parle de sa politique extérieure, sa politique de bon voisinage avec les différents pays de la région. J'ai l'honneur d'avoir avec moi actuellement Monsieur l'ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Permettez-moi de vous poser premièrement la position ou le premier point de la position égyptienne vis-à-vis de ce qui se passe actuellement sur le terrain. L'Égypte rejette catégoriquement l'élargissement du cercle de conflit dans la région. Comment vous trouvez l'importance d'appliquer ce point de vue sur le terrain de la part, que ce soit des belligérants, leurs alliés, ou les pays qui veulent faire une sorte de médiation pour apaiser la tension? Alors, comme vous venez de le citer, alors l'Égypte, avec son poids géopolitique dans la région, et même que, on doit le dire, que les relations avec l'Iran n'étaient pas dans leur meilleure forme, mais la nécessité de la diplomatie égyptienne d'arrêter une explosion de cette guerre dans tout le monde arabe et Moyen-Orient exige que l'Égypte déploie ses efforts pour pouvoir médier entre les deux puissances. Et je parle ici pas seulement d'Israël, mais aussi des États-Unis qui menacent de s'infiltrer dans cette guerre et de prendre part. Et je pense que c'était toujours un rêve et un désir israélien d'impliquer les États-Unis dans cette guerre, parce que les États-Unis, elles ne sera pas pour une guerre de longue durée telle que est en train de mener Israël actuellement, mais ce sera une guerre où on va directement frapper les installations nucléaires iraniennes afin de la forcer à une capitulation inconditionnelle de la part de Téhéran. Et c'est ce que le président Trump l'avait dit lui-même. Ici vient l'importance d'une médiation égyptienne pour pouvoir arriver à une solution qui peut éviter toute la région de tomber dans la guerre que veut Israël. Je pense donc Israël veut une guerre de destruction. Donc le but essentiel de déclencher cette guerre, c'est comment faire une sorte de fait accompli au niveau de la région de Moyen-Orient. Mais aussi, est-ce que nous pouvons dire que les États-Unis, qui sont alliés principaux d'Israël, et il y a des soutiens indirects de la part des États-Unis en Israël, à Israël dans cette guerre, est-ce que nous pouvons dire que apparemment c'est une guerre en vain, mais dans l'essence il y a une sorte de comment activer ce qu'on appelle le chaos constructif, ce plan américain qui a été proclamé depuis presque une vingtaine d'années. Aujourd'hui on trouve, si je peux dire quand même, les fruits de ce plan de chaos constructif de la part des États-Unis? Je pense que les États-Unis ont plutôt répété le désir du Premier ministre actuel israélien lors de son discours en 1996, quand il a parlé de la nécessité de mener cette guerre dans les années qui viennent. Il avait précisé 5 ans, ça a pris un peu plus de temps, mais à la fin, il a abouti à son désir. Alors, on a vu, ça c'est la 7e guerre de 6 guerres précédentes. On y compte l'Irak, la Syrie, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan, la Somalie, et finalement arriver à la 7e guerre qui est avec la tête
du serpent tel qu'il l'appelle, qui est Iran. Alors ça, c'était toujours la clairvoyance ou disons, c'est ce qu'il annonçait, le Premier ministre israélien, d'arriver à ce point-là. Aujourd'hui, il va forcer, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis à s'impliquer dans cette guerre, quelque chose que refusait M. Trump dès le début, étant donné qu'il se considère comme un homme de paix. Mais comme on le sait toujours, malgré les différences d'opinion entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou, mais on ne doit pas avoir des illusions. Il n'y a jamais de différence de point de vue entre Israël et les États-Unis. Oui. Alors, maintenant que Israël est menacé, je trouve que c'est une question de temps avant l'entrée des États-Unis à cette guerre qu'elle ne veut pas au début, mais elle sera obligée, étant donné qu'il y aura une pression de la part d'Israël. Mais cela va être avec deux conditions. Que Israël est menacé d'une manière directe, beaucoup plus de celle qu'on voit aujourd'hui, par exemple, que des sites nucléaires sont menacés ou que les États-Unis eux-mêmes sont attaqués. Alors là, ce sera la raison pour laquelle les États-Unis va rentrer dans cette guerre à poids total. Oui, mais, alors, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous poser cette question. Toujours, on parle qu'il y a une sorte de coopération ou des intérêts mutuels entre Israël et les États-Unis d'un côté et le régime de Téhéran d'un autre côté. Par exemple, l'Iran a qualifié toujours Israël et les États-Unis comme le grand diable. Donc, les Américains et les Israéliens ont appelé l'Iran l'axe du mal, et ainsi de suite. Mais sous les tables, on trouve qu'il y avait toujours une sorte de coopération très étroite entre les deux côtés sur les intérêts des pays arabes. Comment on peut représenter l'Iran en tant qu'une menace pour les pays arabes, et par conséquent, il y aura une sorte de blackmailing ou une sorte de comment chantage arrivé à avoir ou à attirer plus de fonds de la part des pays arabes, plus d'armement de la part des pays arabes, dont les marchés américains et ses alliés, ou ses alliés. Donc, ma question, qu'est-ce qui a changé la situation entre les deux côtés? Pourquoi les deux côtés s'entrechoquent? Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a des lignes rouges pour chacun des deux pays. Et que les lignes rouges américaines, c'est de ne pas permettre à l'Iran d'obtenir la possibilité de fabriquer une arme nucléaire. Ouais. Jusqu'à présent, l'Iran a été arrivé à 60% de l'uranium nécessaire pour fabriquer une bombe atomique, mais cela a besoin de 90%. Alors, jusqu'à maintenant, ce pourcentage, l'Iran n'avait pas arrivé. Cela dit, il est très important de dire que la question n'est pas une question américaine, mais plutôt une question israélienne. D'ailleurs, les États-Unis ont laissé les choses traîner, jusqu'à que, par exemple, un pays tel que la Corée du Nord a pu produire une arme nucléaire. Oui. Et cela parce que ce pays ne représentait pas un danger pour un allié très fort pour les États-Unis tel que représente Israël aujourd'hui. D'ailleurs, cette guerre, je peux la qualifier d'une guerre à 100% israélienne. Mais les États-Unis seront impliqués parce qu'elle ne peut pas laisser tomber son allié le plus proche dans le monde et dans le Moyen-Orient. Et d'ici vient l'importance de la décision israélienne et des actions américaines en ce qui concerne ces demandes ou ces désirs israéliens. Ouais. Je trouve qu'Israël a commencé une guerre. À un certain moment, les États-Unis seront forcés à s'impliquer, mais d'une manière très forte. La question, ce n'est pas une question de droit international ou les raisons pour lesquelles
on est en train de mener cette guerre. On a vu à plusieurs... Je vais ajourner une question concernant le droit international et les principes de la démocratie, le principe de la résolution internationale, ainsi de suite. Mais j'aimerais quand même arriver à une sorte d'image qui a été proposée justement sur l'écran. Le régime iranien, est-ce que c'est le but essentiel actuellement de la part d'Israël et de la part des États-Unis? Ils veulent changer le régime iranien actuel. Est-ce que les États-Unis, par conséquent, avec la coopération d'Israël, va déclencher une sorte de chaos? Raison pour laquelle l'Égypte a mis en garde contre de telles politiques qui mènent à un chaos qui va régner sur le plan proche-oriental? Alors, en ce qui concerne le changement de régime en Iran, je trouve que certainement c'est un désir israélien, si certainement elle n'arrive pas à totalement éliminer les pouvoirs nucléaires de l'Iran. Et dans ce cas, alors la question de changer ce régime avec un régime plus modéré, entre parenthèses, et plus acceptable de le point de vue de l'Occident, est une chose, et laisser les choses telles qu'elles le sont à ce point, c'est une autre chose. Et c'est pour ça que je trouve que les États-Unis, s'ils rentrent, ou bien disons que le plan à ce point serait de déstabiliser la vie interne des Iraniens, de sorte que les Iraniens eux-mêmes commencent à mener des démonstrations contre leur propre gouvernement. Et je trouve que c'est assez difficile parce que même les plus anti-gouvernements en ce moment en Iran sont autour de leur propre gouvernement à ce moment, parce qu'il y a un danger extérieur que représente Israël et les États-Unis. Oui. Israël est en train de faire la même chose. Au contraire, Israël ne parle pas de la destruction de l'Iran, mais elle le fait. Tandis que pour les États-Unis, il suffit que les déclarations faites par plusieurs responsables du régime iranien de la nécessité d'éliminer totalement Israël, c'est ce qu'ils trouvent une raison de plus pour pouvoir bombarder l'Iran à cause de l'antisémitisme et de leur désir de détruire totalement l'État hébreu. Et d'ici vient le double standard. D'un côté, on a Israël qui n'est pas un signataire de l'agrément de la prolifération des armes nucléaires, qui n'est pas un signataire, et du coup, elle a pu créer un monde nucléaire pour elle, avec un arsenal de entre 40 et 300 bombes nucléaires, et l'Iran qui est un signataire de l'agrément, et qu'elle est sous l'observation de l'agence internationale de l'IEAE, qui est une organisation internationale des Nations Unies, qui est en train de superviser les pouvoirs iraniens, et malgré cela, elle n'est pas évitée de mener une guerre contre elle, parce qu'Israël, tout simplement, trouve dans l'Iran une menace à son... Monsieur l'ambassadeur, est-ce que, en tant qu'un observateur politique et diplomatique, est-ce que nous pouvons dire que durant les 2 dernières années, notamment après le 7 octobre 2023, est-ce que, une fois de plus, les Occidentaux ont prouvé que, par leur soutien indéfectible, aveugle à Israël et à ses actes de violation humanitaire, de droit international, de toute résolution légitime de la part des Nations Unies, les Occidentaux ont mis en destruction tous les principes longtemps appelés par les diplomates, par les intellectuels occidentaux en ce qui concerne
l'importance de respecter le droit humain, le droit international, d'être des pays civilisés parce que nous sommes dans un nouvelle ère et ainsi de suite. Est-ce que les différentes agressions et guerres déclenchées par Israël avec toutes ces atrocités, une fois de plus, ont, si je peux dire, montré qu'il y a un seul critère et non pas un double standard ou un double critère, mais un seul critère, c'est l'intérêt des Occidentaux qui mènent toujours le jeu. Alors, si on parle du point de vue stratégique, il est très clair après le 7 octobre, quand vous venez de le citer, que Israël représente un allié et même fait part de l'Occident en général. Et c'est un front avancé de la guerre de l'Occident contre la région. Parce qu'on a vu des agréments violés, on a vu des lois internationales violées, des lois humanitaires internationales violées, on a vu des génocides, on a vu des crimes de guerre. On a tout vu pendant ces 2 dernières années avec les Palestiniens. Mais cela n'a bougé pas grand-chose dans les administrations occidentales. Certainement, les choses ont évolué d'une manière dramatique en ce qui concerne les peuples européens, les peuples même aux États-Unis, les universités là-bas. Et toujours il y a, comme on l'entend, des menaces à tous les étudiants et à tous les pro-droits arabes, pro-droits palestiniens d'être expulsés de leur travail, d'être expulsés même de restaurants s'il y a des signes de supporter le droit arabe, le droit palestinien. Oui. Oui. Alors, il est très clair qu'Israël représente un allié très fort, que même, on avait vu par exemple, même le président français, qui lui a voulu à un certain moment reconnaître l'État palestinien, il a reculé sur ses mots. Ils ont dit que c'est pas pour le moment de... il a été soumis à la volonté... Monsieur l'ambassadeur, Medhat Mligi, permettez-moi de vous poser ma dernière question. J'aimerais bien sûr quand même prolonger cette intervention avec vous, mais ça sera la dernière question. Comment vous observez le timing de faire une sorte d'évolution au niveau des relations égypto-chinoises? Pourquoi l'Égypte essaye actuellement de faire appel à un rôle plus actif de la part de la Chine au niveau moyen-oriental? Je pose cette question à la lumière de cet appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, Dr Badr Abdelati, et son homologue chinois Wang Yi. Il y a, d'après ce qu'on a vu, une convergence entre la position égyptienne et plus largement la position arabe et celle de la Chine en ce qui concerne la scène proche orientale. Comment vous donc observez la situation entre les deux côtés? Alors, premièrement, on doit citer d'une manière claire que les Chinois, de leur part, exercent leur pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont un pouvoir assez fatal, mais ils exercent leur pouvoir seulement quand leurs propres intérêts sont menacés. À part ça, les Chinois n'aiment pas vraiment être impliqués dans les questions internationales. Ouais. Ben, certainement, il y a un support diplomatique, un support politique, humanitaire, tout cela est là. Mais quand il s'agit de support sur les autres fronts, tels que les fronts militaires et autres, alors là, ils sont un peu hésitants de s'impliquer. Alors, on peut comparer, si on veut, le support américain et occidental pour Israël vis-à-vis le support chinois ou même russe. Malgré que les Russes, il y a une autre question parce qu'ils sont impliqués déjà dans leur propre guerre avec l'Ukraine. Ouais. Alors, ils n'ont que la Chine qui, elle, a des problèmes en ce qui concerne Taïwan et la nécessité que Taïwan rejoigne la terre-mère
de la Chine. Mais le problème, c'est que la Chine est hésitante de s'impliquer d'une manière très forte, à part certainement ce qu'on voit dans leurs discours et dans leurs déclarations politiques. Alors là, ils soutiennent. À quel point l'Égypte peut convaincre la Chine de pouvoir s'impliquer davantage sur la scène du Moyen-Orient, ça c'est quelque chose qui ne sera pas fait d'un jour au lendemain, mais ça a besoin d'être bâti sur plusieurs fronts. Pour le moment, l'Iran est hésitante, comme on le voit, de s'impliquer davantage, à part des déclarations qui sont utiles, mais pas au point expecté ou attendu par les pays de la région, parce que la Chine, à la fin du compte, représente un poids très fort en ce qui concerne la confrontation avec les États-Unis. Mais on ne voit cette confrontation que lorsqu'il s'agit des intérêts chinois, propres chinois. Direct avec les États-Unis. Oui. Exactement. Monsieur l'ambassadeur Medhat Mligax, ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour de telles explications, toujours très profondes. Merci beaucoup pour de telles informations de votre part concernant les différentes dimensions de cette question de guerre entre l'Iran et Israël et quand même sur les efforts égyptiens visant à apaiser la situation. Alors que, chers téléspectateurs, le conflit dans la région s'intensifie de jour en jour, et que les tensions économiques et sécuritaires persistent, on trouve qu'il y a des voix qui s'élèvent en Israël pour alerter sur un risque croissant, celui, entre deux guillemets, l'insécurité alimentaire.